Le libre-échange, c'est comme une grande partie de Monopoly, dans laquelle les joueurs ne partent pas avec les mêmes chances. Les pays riches tirent leur épingle du jeu, et les autres, bien souvent, restent sur le carreau. Le fascicule de règles, ce sont les fameux accords de libre-échange, comme celui négocié par la Suisse avec l'Inde. C'est vrai, parfois, on y glisse quelques principes sur les droits humains ou l'environnement, mais bon, ça reste le Monopoly. Et ce qui compte, c'est les profits. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux accords de libre-échange. Pour les décideurs politiques, le commerce international c'est un gage de prospérité. C'est win-win comme on dit. Alors, ces dernières décennies, l'Union européenne mais aussi la Suisse ont fait des pieds et des mains pour développer de tels traités avec des pays tiers. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour les droits humains ? J'en discute avec Patrick Durich. Bonjour. Bonjour. Tu es responsable politique de santé chez Public Eye et tu t'es intéressé de près à l'impact de ces accords, notamment sous l'angle de l'accès aux médicaments. Avant de rentrer dans des accords spécifiques, commençons par la base de la base. C'est quoi un accord de libre-échange ? C'est des accords qui visent à favoriser le commerce entre pays. Ça concerne des domaines comme la protection de la propriété intellectuelle, le commerce de biens, de services, les investissements et la manière de les protéger entre les différents pays. La Suisse en a signé plus d'une trentaine à ce jour, avec environ 50 pays, dont la majorité sont des pays à plus faible revenu. Ce qui pose effectivement cette grande question du rapport de force et de l'avantage qu'a la Suisse, seule ou avec les pays de l'Association européenne de libre-échange, ce poids économique qu'ils ont vis-à-vis d'autres pays qui sont à plus faible revenu et qui n'en retirent pas les mêmes avantages. Et il y a des accords du coup multilatéraux et des accords bilatéraux. C'est quoi la différence ? Alors le multilatéral, c'est un peu le système onusien, si on veut. C'est où tous les pays sont là, chaque pays a une voix, et finalement on s'accorde entre les 160 à l'OMC, 190 aux Nations Unies, pour mettre des règles communes en place. Donc là, on a un système plus démocratique dans la mesure où chaque pays a une voix et peut s'exprimer. Par contre, évidemment que le temps est beaucoup plus long parfois pour arriver à ces accords. Alors que dans le bilatéral, on est vraiment à la fois directement en contact entre deux pays qui ont des statuts économiques très différents. En plus, ça se passe selon des règles d'opacité totale, alors que dans les systèmes multilatéraux, il y a des observateurs, il y a la société civile qui est impliquée, il y a un moyen d'interagir. Dans un système bilatéral, il n'y a pas. Donc là, on est vraiment en direct entre la Suisse et le pays avec lesquels elle souhaite signer cet accord. Et c'est l'inverse du protectionnisme, du coup, ces accords ? Alors, le protectionnisme, il y a évidemment une immense hypocrisie derrière tout ça, parce que finalement, ce qu'un autre pays utilise pour soit protéger son économie, soit protéger les différents droits humains, est considéré par un pays tiers comme une forme de protectionnisme. Donc finalement, la Suisse a aussi des sortes de protectionnisme. Il n'y a qu'à voir pour les produits laitiers, par exemple. Par contre, elle considère que ce que l'Inde met en place pour privilégier son économie ou son industrie est une forme de protectionnisme et va à l'encontre de ce qu'il considère être le libre-échange, justement. Je profite que tu abordes le sujet de l'Inde pour entrer dans notre premier cas concret que tu connais bien. Négocier de tels accords, on sait que ça peut prendre très longtemps. Donc une fois que c'est conclu, le Conseil fédéral en général s'en réjouit avec grande fierté. C'était le cas en mars dernier lors de la signature de l'accord avec l'Inde. Je te propose de regarder un petit extrait du 1930 de la RTS. Hier, il n'a fallu que quelques secondes à Guy Parmelin pour signer l'accord de libre-échange avec l'Inde. Mais l'attente a été longue. 16 ans de négociations, pas moins, ont été nécessaires pour y arriver. À son retour en Suisse aujourd'hui, Guy Parmelin est enthousiaste. Est-ce qu'on peut parler d'une percée économique pour la Suisse ? Ah oui, je crois que c'est même historique. L'Inde représentait peut-être la lacune de notre réseau d'accords de libre-échange. Ça permet de diversifier. Sur le papier, le potentiel est important.
Face à la Suisse, l'Inde est un poids lourd avec sa population de 1,4 milliard et sa croissance économique annuelle de 6% l'année dernière. Malgré cela, les exportations suisses vers l'Inde sont aujourd'hui très faibles, à peine 0,7% du commerce extérieur helvétique. Avec la suppression ou la diminution des droits de douane indiens, l'industrie des machines espère un bond en avant. Ça a duré 16 ans de négociations et la Suisse arrive même à conclure avant l'Union européenne. C'est vraiment win-win cet accord ? Alors non, c'est pas win-win, et c'est rarement win-win en fait ces accords. D'abord, il y a un rapport de force. J'ai parlé des enceintes comme l'Organisation mondiale du commerce, qui sont déjà empreintes d'une certaine pression pour libéraliser. Mais quand on est vraiment de gré à gré entre deux pays, derrière des portes closes, donc en toute opacité, il y a aussi évidemment un rapport de force qui s'installe. Là, on ne parle pas du nombre d'habitants, évidemment, parce que l'Inde est beaucoup plus populeuse que l'est la Suisse. Mais par contre, la Suisse reste une place économique forte, qui plus est une île au milieu de l'Europe. Donc, finalement, elle utilise ça aussi pour négocier de plus en plus d'avantages et de privilèges pour son industrie. Parce qu'elle est hôte de très grandes entreprises. Tu disais, ça se faisait derrière des portes closes. Je crois que l'un des sujets de critique, c'était notamment l'absence de transparence. Alors, il y a une opacité totale. On ne sait pas ce qui est négocié, on ne sait pas ce qui est discuté. Là, ça a duré 16 ans. Et encore une fois, sans aucune légitimité démocratique, parce que finalement, ni les parlementaires, ni les citoyens ne savent vraiment ce qui est négocié, jusqu'à ce que le texte soit signé. Donc, on vote sur le package final. Les parlementaires votent sur ce qui est proposé à la fin. On vote sur un package et finalement, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que s'il y a un référendum et que effectivement la population est appelée à se positionner, c'est en gros oui ou non. On voit en quoi ça peut soulever pas mal de critiques, en tout cas du côté de Public Eye. L'un des points d'achoppement que tu connais très bien, c'était celui de l'accès aux médicaments et les brevets de l'industrie pharma. C'est quoi les enjeux ? Alors les tensions ont toujours été très fortes autour de l'industrie pharmaceutique, notamment parce que l'Inde est un des plus grands fabricants de génériques au monde. Cette situation, il la doit aussi à une loi qui, avant que l'Inde adhère à l'OMC, ne délivrait pas de brevets sur les médicaments, ce qui a permis à son industrie générique de prospérer. C'est d'ailleurs aussi le cas de la Suisse. La Suisse s'est longtemps opposée aux brevets sur les médicaments, qu'elle considère être un bien pas comme les autres, avant de complètement changer de position et d'être maintenant une farouche défenseuse des brevets. Qui dure donc 20 ans, plus 5 ans avec les privilèges, c'est ça ? Alors, qui dure beaucoup plus que ça en réalité, parce que il n'y a pas qu'un seul brevet qui est déposé sur un médicament, il y en a souvent des dizaines, voire beaucoup plus. C'est une des stratégies de l'industrie pharma, d'en déposer le plus possible. C'est une des stratégies, parce que finalement, au moment où on dépose le brevet, l'horloge commence à tourner. Mais si tactiquement on en dépose tout au long de la période de commercialisation, ça veut dire que chaque fois tu remets les compteurs à zéro et tu repars pour 20 ans. Donc finalement, un médicament peut être protégé bien au-delà des 20 ans réglementaires prévus par l'OMC. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de brevets qui finalement ne sont pas mérités. C'est un peu un jeu, les brevets. L'industrie pharmaceutique sait très bien faire ça. Elle se dit, j'essaye de protéger le plus grand périmètre possible pour vraiment écarter toute la concurrence. Et finalement, tant que j'ai ces brevets, ça me permet d'avoir mon monopole et d'imposer finalement le prix que je veux. Et dans ces accords avec l'Inde, la pharma est aux avant-postes pour verrouiller le plus possible ses brevets. C'est quoi ces stratégies ? Alors, ces stratégies, c'est notamment justement de multiplier les demandes de brevets. L'Inde, par contre, a une législation qui prévoit des oppositions à ces brevets, à la fois avant qu'ils soient délivrés, mais aussi après. La Suisse, en Europe, on peut aussi s'opposer après, mais pas avant. Et ça a le don d'irriter l'industrie pharmaceutique qui se casse régulièrement les dents sur cette procédure, parce que finalement, on se rend compte que ces brevets ne sont pas mérités parce qu'ils ne sont pas nouveaux. Il n'y a pas forcément d'activité inventive derrière. Et donc, ils ne devraient en fait jamais être délivrés.
Mais selon les juridictions, le brevet est une affaire territoriale. Donc, chaque pays peut décider un peu sa manière de gérer tout ça selon des critères communs. Il y a des pays qui, finalement, ouvrent la vanne et délivrent un nombre de brevets absolument incroyable parce qu'ils pensent que ça fait prospérer l'économie. Et puis, il y a d'autres pays comme l'Inde, justement, qui sont plutôt réputés plus pointilleux sur cette affaire-là en disant « Nous, on veut bien octroyer des brevets comme le demande l'OMC, mais seulement pour les inventions qu'ils méritent. » D'accord, donc on a évoqué la stratégie de verrouiller le plus possible les brevets et les droits de recours contre ces mêmes brevets. Est-ce que la pharma a d'autres stratégies encore ? Alors, elle souhaiterait avoir aussi d'autres privilèges que simplement la durée et l'extension de la durée des brevets. Elle aimerait aussi mettre des obstacles à la commercialisation de génériques, notamment, en demandant aux agences du médicament de jouer le rôle de gendarmes de la concurrence, finalement. Ça fonctionne comment exactement ? Alors, ce qui fonctionne, c'est que quand tu homologues un générique, tu dois démontrer que c'est le même produit que l'original. Et pour pouvoir le démontrer, ça veut dire que l'agence du médicament doit pouvoir aller dans les dossiers originaux pour dire, oui, effectivement, il s'agit bien du même produit, de la même molécule. Mm-hmm. Mais avec ces privilèges supplémentaires que la Suisse a demandé à l'Inde, qu'elle n'a finalement pas obtenu, comme l'exclusivité des données, l'agence du médicament n'aurait plus la possibilité de le faire pendant une certaine durée. C'est-à-dire que ça serait verrouillé, sous scellé pendant une certaine durée. Donc tout ça, ce sont des durées d'exclusivité commerciale qui se rallongent et qui fait que pendant ce temps-là, il n'y a pas d'alternative générique et donc il n'y a pas d'alternative moins chère. Mmh. Et la pharma étant seule sur le marché, elle peut fixer le prix comme bon lui semble. On l'a pas trop évoqué, mais la pharma agit vraiment à travers la Suisse parce qu'au sein de l'ALE, qui comprend la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, sauf erreur, c'est surtout la Suisse qui a des industries pharma très puissantes. La Suisse, sur ces aspects-là, sur les aspects de propriété intellectuelle, notamment en lien avec la pharma, la Suisse est la seule à négocier. Parce que c'est la seule qui a des grandes compagnies pharmaceutiques. Finalement, l'Islande, le Liechtenstein n'en ont pas et sont relativement des petits pays. La Norvège n'en a pas non plus. Donc finalement, c'est la Suisse qui porte en fait la voix qui se fait le porte-parole de son industrie pharmaceutique pour soit obtenir encore plus de privilèges, soit affaiblir tous les moyens de recours qui existent dans les pays en question et qui peuvent finalement mettre en balance, voire mettre en péril aussi les brevets dans son industrie. Donc elle veut vraiment dérouler une autoroute pour ces multinationales. C'est valable aussi dans d'autres secteurs, hein. C'est pas que le secteur pharma. On a vu l'étendue des enjeux, mais concrètement pour toi, sous l'angle de l'accès aux médicaments, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ça veut dire que finalement, on a un sentiment extrêmement mitigé par rapport à cet accord avec l'Inde. D'une part, le pire a été évité parce qu'il n'y a pas cette fameuse exclusivité des données, finalement, grâce à la résistance de l'Inde et de sa société civile notamment. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas non plus d'extension automatique des brevets. Ça, c'est aussi une bonne chose. En revanche, comme la Suisse n'a pas réussi à obtenir ça, elle a quand même mis ses efforts sur l'affaiblissement des moyens de recours contre les brevets abusifs, qui est une mauvaise nouvelle. Donc finalement, et cet affaiblissement, il a une conséquence très directe qui s'est vue 2 semaines après que l'accord ait été signé, avec une modification de la loi indienne sur les brevets qui effectivement affaiblit ces moyens de recours, et ce qui peut à terme aboutir à plus de brevets non mérités qui sont distribués et donc des prix élevés sur le marché indien aussi, ce qui écarte alors une grande partie de la population indienne de l'accès aux médicaments, vu que la majorité de la population n'est pas assurée et doit payer les médicaments de sa poche. On voit aussi dans cet accord que la Suisse, elle est aux avant-postes pour conclure de tels accords, parfois même avant l'Union européenne. Est-ce que c'est parce qu'en Suisse, on est moins regardant en termes de standards sociaux ou environnementaux ? Je pense qu'on a plus tendance à des compromis ou à moins mettre en avant pour ne pas fâcher son partenaire commercial et effectivement avoir ses avantages recherchés.
Si on compare par rapport à l'Union européenne, qui est en train, en tout cas, de mettre en place des standards et des sanctions un peu plus sérieuses, si on regarde l'accord avec l'Inde, si on regarde un peu les différents accords qui ont été négociés ces dernières années, finalement, la Suisse prétend qu'il y a des critères de durabilité un petit peu plus sérieuses qu'avant, avec des chapitres dédiés à ça. On se rend compte qu'elles ne sont pas très contraignantes. Dans l'accord avec l'Inde, la Suisse promet, la Suisse et l'AELE, qui sont finalement ces 4 pays qui négocient, ont promis un investissement de 100 milliards sur 15 ans qui permettrait de créer 1 million d'emplois. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire qu'ils peuvent revoir les objectifs à la baisse. Il n'y a pas du tout de moyens de sanctionner tout ça. C'est le secteur privé qui doit investir 100 milliards. Et en plus, c'est le secteur privé qui doit investir. On voit mal comment la Suisse peut contraindre les entreprises, son industrie à investir en Inde. Finalement, c'est un peu des manières d'acheter ou de vendre, suivant quelle perspective on se place, ces accords vis-à-vis de partenaires avec qui on négocie de longue date, comme l'Inde, ça faisait 16 ans. Le fait d'avoir amené ces 100 milliards sur la table a certainement été un facteur déterminant pour que l'Inde finalement accepte de signer. Mais on l'a vu sur des bases assez peu contraignantes. Il n'y a pas non plus d'études d'impact ? Alors, les études d'impact, c'est intéressant parce que la Suisse a décrété plusieurs fois qu'elle allait en faire, dorénavant. Là, elle n'en a pas fait. L'Union européenne, qui est aussi en train de négocier avec l'Inde, en a fait une. Et c'est intéressant de constater que une des conclusions de cette analyse est de dire qu'il ne faut pas de règles de propriété intellectuelle qui vont au-delà des accords de l'OMC. Point. Or, la Suisse a négocié au-delà de l'OMC. Sur la question des droits humains, toujours, parce que cette question d'étude d'impact concerne les droits humains, est-ce qu'on peut envisager qu'un État aussi petit que la Suisse puisse vraiment avoir du poids dans ces négociations ? Par exemple, la Chine, avec qui elle avait conclu un accord très controversé aussi en 2014. Mais là aussi, histoire de ne pas le fâcher, on ne mentionne pas les droits humains. Finalement, on dit oui, mais on a des dialogues, on en parle et tout, assez ouvertement. Mais encore une fois, sans véritablement aboutir à des mesures concrètes ou même à un mécanisme de sanction. Ce que la Suisse négocie avec la Chine, encore une fois, c'est comme elle l'a fait avec l'Inde et ailleurs, c'est diminuer les droits de douane, c'est favoriser l'accès au marché. Donc, c'est un peu la primauté de l'économie. On a une primauté de l'économie qui est omniprésente et qui était un peu un fer de lance de la politique extérieure suisse. Mais les aspects droits humains, les aspects environnementaux, durabilité, commencent à être présents par-ci, par-là, mais encore une fois, de manière vraiment très, 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 très souple. C'est encore très peu présent, et si ça le laisse, c'est très peu contraignant. Tu parlais d'aspects environnementaux parce que ces accords, ils sont aussi très décriés par les milieux écologistes, comme c'est le cas par exemple avec le Mercosur, l'accord du Mercosur qui comprend donc la plupart des pays d'Amérique du Sud. Pourquoi ils sont aussi décriés, ces accords ? Alors, Mercosur, c'est 4 pays, c'est Brésil, Argentine, qui sont déjà effectivement une grosse superficie de l'Amérique latine, et Paraguay, Uruguay. Donc, c'est 4 pays. C'est des pays où, on a des cultures intensives qui utilisent fortement des intrants chimiques, pesticides et autres. C'est des pays où il y a la forêt amazonienne, donc avec une forte composante de déforestation. Ça serait quand même fou que la Suisse arrive à négocier un accord commercial sans qu'il y ait quoi que ce soit dans cet accord qui concerne ces dimensions-là. C'est finalement aussi des grands exportateurs de produits agricoles, de viande et autres, qui inondent un peu les marchés partout. Donc finalement, je pense que la Suisse marche un peu sur des œufs avec cet accord-là, mais elle est en train de devancer l'Union européenne. Elle n'a pas une révolte des paysans comme l'ont eu d'autres pays voisins comme la France et autres qui ont fait que finalement les négociations avec l'Union européenne sont un peu bloquées en ce moment. Par contre, la Suisse, elle avance. Alors, est-ce qu'elle avance parce que justement, elle met des standards moins élevés ? Nous, on le pense, oui, mais clairement. on n'en sait rien parce que... On n'en sait rien, on n'a pas vu le texte. On connaît le texte de l'Union européenne parce que l'Union européenne, à l'instar de la Suisse, publie ce qu'elle négocie.
Par contre, la Suisse, rien. Donc, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Il y a aussi une dimension pharma qui est aussi présente parce que le Brésil aussi est un important producteur de génériques. Au Brésil aussi, il y a des procédures d'opposition au brevet un peu plus dynamiques qu'ailleurs. Donc, finalement, il peut y avoir à peu près le même genre d'accord que la Suisse a négocié avec l'Inde, avec le Mercosur. On le voit de manière générale, ces accords ils tendent à créer un climat de compétition assez féroce au niveau international et les pays qui rentrent dans la ronde doivent parfois voir leurs standards environnementaux et sociaux à la baisse. Comment on change ça pour aller du côté un peu des solutions et des revendications ? Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est une politique extérieure, économique extérieure cohérente. Parce que finalement, on se rend compte que la Suisse joue plutôt sur l'opportunisme en disant là, on a une petite ouverture, là, on a une possibilité, là, on a il y a le secteur pharmaceutique ou autre qui nous souffle à l'oreille, qu'ils auraient des vues ou des ambitions là-bas. Donc, comment sont les négociations ? On a l'impression que ça se passe un peu comme ça et qu'il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion ou en tout cas pas de système de cohérence par rapport à tout ça. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que de nos jours, en voyant toutes les conséquences du dérèglement climatique et autres, on ne peut juste pas brader ces aspects-là, juste pour dire on continue à faire du business comme avant, après moi le déluge, et puis nous on veut être les premiers et on veut récolter les fruits le plus possible. Je pense qu'une politique aussi raisonnable et responsable surtout, doit prendre en compte ces différentes dimensions. Donc on met ces aspects et on les rend contraignants aussi, j'imagine. Il faut les rendre contraignants, il faut des mécanismes de sanction. On se rend bien compte à travers tous les traités qui sont négociés que s'il n'y a rien de contraignant, finalement c'est à bien plaire. Alors que s'il y a vraiment des mécanismes de sanction un peu plus coriaces, ça peut inciter les pays à aller dans un sens ou dans l'autre. On voit des fois que il y a de l'opposition, ou en tout cas un certain climat de défiance du côté de la société civile vis-à-vis de ces accords. Tu l'as évoqué avant, il y a les agriculteurs et agricultrices et leur révolte. Il y a eu aussi en 2021 l'accord avec l'Indonésie en Suisse qui avait fait l'objet d'un référendum qui avait été accepté à une très courte majorité. Est-ce que ces voix critiques permettent gentiment de changer les choses avec les accords qu'on est en train de négocier en ce moment ? Je pense que vu le référendum qu'il y a eu sur l'accord avec l'Indonésie, qui encore une fois contenait soi-disant un nouveau chapitre inédit sur la question de durabilité par rapport à l'huile de palme, c'était certes un pas, mais c'est pas suffisamment contraignant. Les certifications sont, à mon avis, pas très exigeantes non plus. Enfin voilà. Il y a eu un référendum en Suisse qui a été accepté par 51%, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Donc, ça veut dire que finalement, l'administration et le gouvernement suisse ont eu chaud. Ça aurait dû être un signal d'alarme et de leur dire, mais finalement, on ne peut plus continuer comme ça, à juste présenter un paquet tout ficelé, peu équilibré, au Parlement et donc à la population s'il y a un référendum, parce qu'on risque finalement de perdre. Et je pense que les autorités seraient bien avisées de s'y prendre un tout petit peu différemment à l'avenir sur ces accords bilatéraux, de ne pas toujours mettre la primauté de l'économie en avant, mais aussi tous les aspects droits humains, sociaux, environnementaux qui soient également pris en compte, avant de ficeler des accords comme ça. C'est quoi les prochains combats chez Public Eye ou les points de vigilance ? Alors, dans le domaine des accords, il y a d'autres pays. Il y a la Thaïlande aussi qui est en négociation avec la Thaïlande, où il y a aussi une forte composante pharma, parce que la Thaïlande aussi a hérité notre industrie pharmaceutique en suspendant des monopoles sur place. Donc là aussi, il y a des points de cristallisation. Il y a les aspects agricoles aussi qui jouent un rôle. Il y a des systèmes de propriété intellectuelle aussi dans le domaine des plantes et des végétaux. Donc on est vigilant sur tous ces fronts pour s'assurer que, ce qui est accepté dans le cadre multilatéral et qui est considéré comme étant des standards et des normes, soit qu'on n'est pas au-delà de ça.
Parce que finalement, c'est ça la revendication. C'est de ne pas aller au-delà de ce qui a été décidé dans un cadre plus démocratique qui est celui du multilatéralisme. Et puis, ce qu'on voudrait, c'est vraiment de la transparence et qu'on soit... qu'il y ait une certaine légitimité aussi démocratique, pas juste des ambassadeurs qui négocient derrière des portes closes, mais aussi qu'il y ait une volonté aussi de faire avancer le bien commun et le bien public partout dans le monde. On aura en tout cas bien compris l'importance de ces accords grâce à toi, Patrick Duriche. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu et que vous voulez soutenir le podcast, partagez-le massivement autour de vous, parlez-en à vos amis, sur les réseaux sociaux. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.